Salut à tous et bienvenue dans la première émission de Temps additionnel, l'émission 100% dédiée au football amateur de la D3 à la D1 à CFF. Ici, on parle de nos clubs, de nos joueurs, de nos terrains, bref, de ce football local qu'on vit chaque week-end et qu'on aime tant. À mes côtés, deux visages connus du football amateur, les deux fondateurs du Gala des étoiles du football. Ils sont beaux et ils sont frais. Arnaud Mukota, joueur de D2 à CFF formé à Genk. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Ça va? Ouais, en forme pour cette première émission. Parfait. Et à ses côtés, David Cardon, lui aussi en D2 à CFF, est passé par le monde professionnel, notamment à Mons. Bonsoir David. Bonsoir Adrien, hâte de débuter cette première avec toi en tout cas. Pareil, hâte aussi. Ensemble, on va débattre et pronostiquer, analyser aussi, mais surtout partager notre passion du football amateur. Et pour cette grande première, on a la chance d'accueillir un invité de marque, Loris Brogno, fils de Dante, joueur du RAEC Mons, toujours invaincu en championnat cette saison et avec clairement des ambitions de monter en D1B. Loris sera avec nous tout à l'heure pour une interview exclusive, mais avant ça, place à l'actu du moment. Et on démarre évidemment par un petit tour d'horizon de notre division ACFF. En D1, ACFF, c'est Mons qui fait la loi. Toujours invaincu, solide défensivement et un collectif qui semble déjà bien huilé. Mais attention à Tubis Braine qui ne les laissera pas s'échapper. Derrière, la bataille est rude entre Stockey, les Ébrions et Virton. Le Standard B, l'Union Saint-Gilloise B et Namur ferment la marche. En D2 ACFF maintenant, ce sont le RCS Brennois, club d'Arnaud Mukota, et Verviers qui se bagarrent en haut du classement, suivi de Flénu. Ensuite, tout le monde se tient en quelques points, sauf le Sporting Bruxelles et EY dans le fond du classement, et on retrouve Tournai en bon dernier avec un petit point seulement. Et du côté de la D3 ACFF, pour la série A, Saint-Guilain, Terre-Trautrage est en tête, suivi du Stade Moucronois, de Bième et de la Louvière-Centre. Saint-Michel, La Jeunesse Échoise et Loyer sont dans le fond du classement. En série B, l'Union Montmaloise est en tête et suivi du KAS Eupen B. Et l'autre équipe d'Eupen, le KFC, est bon dernier. Et donc place maintenant à notre top 3. Le principe est simple, chacun d'entre nous a préparé son podium des clubs à suivre cette saison, division par division. On commence avec la D3 ACFF. David, c'est à toi, donne-nous ton top 3. Écoute, Moucron qui est en tête de la D3A, Saint-Guilain a 2 points de plus, mais je pense qu'au niveau qualitatif, ça se joue entre les deux, vraiment. Après, on a quand même la Louvière-Centre qui a un match de moins, qui pourrait éventuellement revenir. Donc voilà, pour moi, ça va se jouer vraiment entre ces 3 équipes-là. Mais je pense qu'au final, Moucron a quand même sur papier peut-être le plus bel effectif. Maintenant, voilà, ça reste un championnat à jouer et c'est très bien comme ça qu'il y a de la concurrence au sein de cette série. Parfait, merci. Et Arnaud, tu t'en penses quoi toi? Moi, je vais un peu surprendre tout le monde. Je pense justement que tout le monde parle un peu de Moucron comme la tête d'affiche, un peu le monstre de la D3, pour faire une petite aparté à Loris. Mais je pense voir plutôt la Louvière Centre. Je pense qu'ils sont sur une bonne lancée pour connaître pas mal de personnes là-bas. Je pense qu'ils ont vraiment un bon groupe. Ils essaient de reformuler cette équipe et ce club qui est nouveau à Dienne. Donc je les mettrais plutôt en tête. Je mettrais Tertre juste après, parce que je pense qu'ils ont des éléments assez intéressants comme que ce soit Brogno, que ce soit Zorbo, pardon. Ou même le coach qui est assez important. Et puis pour finir, j'avais une petite hésitation, mais je pense que je vais mettre Bième. Et je ne vais pas mettre dans mon top 3 Moucron. Pas du tout? Non, je pense pas. Je pense que ce sera... T'exagères quand même. Là. Ouais, moi, j'aime bien créer des surprises un peu. Je pense que Bième peut faire la différence plutôt que Moucron. Je me dis qu'avec trop de pression, ils peuvent à un moment donné... lâcher. Et puis ça, on l'a vu de toute façon avec Mons plusieurs fois dans plusieurs années où on pensait que ça allait être Mons et au final. Voilà, comme c'est la première, Adrien, on peut prendre des paris peut-être comme ça. Au moins, il peut nous payer un restaurant à la fin de la saison. Paris tenu. Donc si Moucron est pas dans le top 3, Arnaud régale tout le monde. Voilà. Ok, parfait, c'est noté. Mais je te rejoins sur un point. Pour moi, la Louvière-Centre, c'est un peu mon outsider de cette D3. Et je les vois finir dans le top 3. Et aller titiller un petit peu les 2 premiers qui pour moi seront Moucron et Terre-Trautrage. Moucron qui veut retrouver le top niveau, l'élite comme Mons a déjà fait auparavant. Et Saint-Guilain qui a un effectif monstrueux avec des top joueurs, un top coach, tu l'as dit. Et donc mon outsider, ça sera la Louvière-Centre qui
qui pour moi est un peu, pas une surprise, mais presque, parce qu'on sait que ce club a été reconstruit. Ils sont redescendus de 2 divisions en 2 années de suite, donc il fallait un peu reconstruire tout ça. Et pour moi, ils sont en train de vraiment de faire les bons choix et de faire peut-être le petit bonhomme de chemin parfait pour une équipe qui vient de descendre. Moi, justement, je pense que ce qui les aide beaucoup, c'est la direction qui a repris un peu correctement les choses en main. Donc, avec Chris et Fred qui ont su créer une équipe homogène et qui se connaît et qui se tire tous vers le haut. Ce qui a souvent créé des problèmes où on voulait tous avoir des stars. Je referai encore une aparté avec Mons, qui pendant plusieurs années voulait avoir les meilleurs joueurs, les stars, ou même comme le PSG. Au final, ça ne fonctionne pas. Ouais, ouais. Je pense que cette fois-ci, cette année, avec la Louvière, c'est ce qui fait l'osmose de l'équipe, quoi. Ouais, ils ont bien reconstruit et c'est pas plus mal qu'ils sont redescendus l'année passée, je pense, parce que voilà, l'année passée c'était beaucoup d'individualité, ça n'a pas pris. Et donc cette année, je pense que ouais, comme Arnaud le dit, avec Fred Salem qui est là, qui met les choses en place, c'est pas mal. Et le fait d'être revenu aussi à Dienne, peut-être pour eux, c'est peut-être quelque chose de mieux, d'être un peu plus séparé de la râle maintenant. Ouais, ça peut que leur être bénéfique, je pense. Ouais, les supporters sont d'ailleurs contents de ce retour. Passons maintenant à la D2, hein. Votre top 3 pour la D2, là où vous jouez tous les deux. Je laisse commencer en premier. Là, il faut se mouiller, là, c'est votre division, les gars. Il a pas de mal, il est en tête avec Dienne. Donc, non, mais je pense que voilà, moi je trouve que deux acres, Bren et Verviers ont vraiment un bel effectif. Maintenant, il y a Flénu aussi qui a un très bel effectif. Mais ouais, je pense que Bren, sur leur lancée de la saison dernière, ils peuvent faire quelque chose. Donc, en plus, avec Arnaud Mukota dans l'équipe, ça va être fort. Mais non, je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. En plus, ils prennent la tranche ici un peu grâce à nous, grâce au Pays Vert, voilà, parce qu'on a Merci, battu Verviers merci le David. week-end dernier. Merci, David. Et donc, ils prennent la tranche. Donc, c'est déjà peut-être un soulagement pour eux. Ils ont déjà déjà un point moins. Donc, mais je vois bien Flénu quand même revenir et deux acres. Donc, faudra faire attention. Ok, parfait. Arnaud, t'as... Moi, encore une fois, au contraire de mon très cher ami, je vois plus. Bren, évidemment. Bren, évidemment, parce que je pense que. Je pense, pour être honnête avec vous, je pense qu'on est l'équipe la plus complète et la plus forte, entre guillemets. Par la suite, je mettrais Flénu aussi, qui est vraiment une équipe très, très, très forte avec un bon groupe et le coach Rousseau arrive bien à motiver ses troupes et à faire des bons matchs. Et puis, je mettrais plutôt Jet. Parce que Jet, je trouve que justement, ils ont aussi ce noyau excessivement qualitatif qui leur a fait un peu défaut en ce moment, mais je les vois revenir. Ils sont assez loin du top 3 là pour l'instant. Non, mais je les vois revenir. Je pense que deux acres, donc Akren, ils vont lâcher. Je pense que Verviers aussi, sur le long terme. Moi, je vois vraiment Flénu et Jet. Et puis Bren en tête, évidemment. Ouais, justement, ça me permet de faire une petite aparté, parce que je vois aussi Bren premier de cette D2 ACFF. Mais justement, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de bench qui ont rejoint Bren. Est-ce que ça a joué ça dans la cohésion d'équipe, justement? Ouais, parce que du coup, il y avait pas mal de joueurs qui se connaissaient déjà. Ouais. Puis, on vient d'une division plus haute. Donc, on a déjà créé quelque chose entre nous. Donc, il y a des automatismes qu'on connaît et puis on apporte notre qualité en plus. Mais le groupe que Terence avait déjà en D3 voilà, n'a pas été coupé. Voilà, c'est toujours les mêmes joueurs. Donc, il y avait déjà un groupe qui était bien formé et c'est pour ça qu'en D3, ils avaient assez facile. Et c'est tout, c'est les deux matchs des deux groupes qui a fait qu'on arrive à être premier, quoi. Ouais, c'est donc peut-être le secret, c'est d'avoir justement deux équipes et d'en mixer une, si je puis dire. Et donc ensuite, je voyais Verviers et Onet pour leur impressionnante ascension. Et mon outsider, moi je dirais Manage, qui a eu du mal à lancer la machine, mais maintenant je pense que l'engrenage est bien parti avec le changement de coach et ils peuvent aller titiller ce top 3. Manage, ils m'ont jamais impressionné. Jamais. C'est une équipe difficile à battre, c'est une équipe franchement avec beaucoup de belles individualités quand même. Après, de là à jouer le titre, je ne sais pas. Après, il y a eu quand même la nomination d'Hakan Öztürk en T1, qui a fait du très bon boulot quand il a repris. Donc franchement, chapeau à lui pour ça. Après, voilà, je pense qu'ils ont une équipe avec laquelle ils peuvent aller jouer le tour final, je pense. Voilà. Parce que toi, tu mets Onhé dans ton top 3. Maintenant, Onhé, peut-être, c'est vrai qu'ils ont fait une très belle année l'année dernière. Et je pense que justement, ils auraient dû monter en D1 amateur l'année dernière. Ça ne s'est pas fait. Il y a peut-être
peut-être une fin de cycle là-bas, peut-être, où ils sont un peu moins bien ici maintenant. Et voilà, mais Manage peut aller clairement titiller le top, je pense. Ouais. Ouais, je pense aussi. Arnaud, un avis là-dessus? Non, pas du tout. Enfin, moi, je pense pas. À Manage, moi, franchement, voilà, je trouve qu'ils sont seulement dangereux chez eux. Ouais. Chez eux, où c'est leur terrain qui les aide énormément. Voilà, très petit, un terrain des fois pas très qualitatif, le terrain. Je trouve que c'est ce qui les aide. Un peu comme Rennes, nous aussi, hein, où on a un terrain synthétique un peu plus petit. Mais voilà, Manage, je les vois vraiment pas dans le top. Franchement, c'est une bonne équipe de groupe, mais sans plus. Et pourtant, j'ai des amis qui jouent là-bas, qui étaient avec moi l'année passée, Deli Boraz ou même De Spontin, qui sont des bons éléments. Mais voilà. Pourtant, je trouve que Manage a plus une équipe un peu comme Bren, où c'est vraiment une cohésion de groupe, où il y a peut-être moins d'individualités, même s'il y a beaucoup de belles individualités, mais qui forment vraiment un groupe. Après, vous avez Dani Morera qui marque comme il respire devant à Bren. Mais je veux dire, ou au contraire, d'autres équipes comme à Flenu, on a Baptiste Hulens qui est vraiment au-dessus du lot pour moi. À Jet, il y a Thomas de Potbaker qui est vraiment aussi, qui fait vraiment forte impression. Que Manage, je trouve c'est plus un groupe, Bren aussi. Et c'est plus peut-être ces équipes-là qui arriveront à terme en haut du classement. Mais moi, je pense justement que vous, donc le Pays Vert, passera au-dessus de Manage. Pour moi, il y a une différence entre vous deux. C'est-à-dire que moi, je trouve que le Pays Vert est plus proche justement de Bren que l'inverse. Je pense qu'il y a ce groupe-là et il y a des individualités comme toi qui arrivent à mettre les buts quand il faut. Même les Herbeck qui ont de l'expérience, tout ça. Chez Manage, je ne retrouve pas ça. Il n'y a pas... Voilà, je ne vois pas quelque chose où je me dis je suis inquiet, il risque de jouer le top. Au contraire de Pays Vert, Pays Vert ou les Jets, tout ça. Et à chaque fois, ces individualités-là et ce groupe qui arrive à faire la différence. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu citer aussi le Pays Vert, le club de David Cardon, qui surprend un peu parce que l'année passée, ça jouait presque le maintien. Et maintenant, vous êtes au milieu de tableau et vous battez quand même quelques bonnes équipes. C'est vrai que l'année dernière, déjà, voilà, c'était la première année du Pays Vert en D2 amateur. On a eu un changement de coach, on a eu voilà, et je pense que Jimmy Hunt fait du très bon boulot là-bas. Quand il a repris l'équipe, on s'est sauvé alors que le sauvetage était quasi inespéré. Ouais. Et cette saison, un peu dans la continuité, où après le seul X, c'est qu'on va dire on perd des points contre des équipes de bas de classement et on gagne contre les équipes de haut de tableau. Donc voilà, c'est un club très familial, structuré, très chouette. Et donc franchement, tu disais qu'on sera au-dessus de Manage. J'espère qu'on sera au-dessus de Manage et au-dessus de Bren aussi. mais voilà, quoi. C'est un club qui vraiment, ça peut surprendre parce qu'on peut être là à titiller quelques grosses cylindrées. Donc pourquoi pas, c'est tant mieux. Et votre petit flop de D2, je pense qu'on pourrait tous avoir le même. En tout cas, pour ce qui me concernant, ce serait Tournai qui a un seul petit point. Et je trouve ça d'ailleurs même triste de voir un tel club à ce niveau. Moi, personnellement, j'ai joué à Tournai en plus dans les belles années de Tournai en D1B. Enfin, c'était encore la D2 à ce moment-là. De voir le club déjà à ce niveau, c'est déjà un peu triste. Et en plus, quand on prend aussi l'extra sportif qui se passe autour, c'est compliqué. Il n'y a plus du tout de local dans le club. Et après, voilà, je pense que les dirigeants essayent de faire leur maximum par rapport à ça. C'est compliqué, mais bon, quand on voit, il n'y a plus du tout de supporters locaux qui s'identifient au club. Et puis, on le voit par les résultats, ils ont un seul petit point et ça va être très compliqué pour eux cette saison. Ouais, c'est vrai que c'est dommage de les voir à cette place. Passons à la D1 CFF, si vous voulez bien, l'élite du football amateur. Votre top 3, on commence par Arnaud. Je suis désolé pour Loris qui va arriver juste après. Mais... T'as une tente contre Mons, on dirait. Non, j'aime beaucoup Mons, mais je mets Tubize au-dessus. Je mets Tubize, évidemment Mons par la suite. Et Stockey. Stockey. Je pensais mettre Virton dedans, mais je vais mettre Stockey. Mais Tubize en première place. Je trouve que Drazen et ce qu'il apporte, l'équipe qui est encore plus qualitatif de ce que j'ai vu que l'année passée, est vraiment au-dessus. Pour moi, ils sont vraiment au-dessus. Pour moi, c'est vraiment l'équipe, pour moi, en D1SF qui fait la différence pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont de plus de Mons que Mons alors? Je pense qu'ils ont le fait. Déjà, Drazen, il est là depuis longtemps. Ouais. Donc il sait bien comment ça se passe à Tubize, il connaît bien le championnat. Au contraire du coach de Mons qui vient un peu d'arriver. Je pense que Drazen a cette expérience en plus que lui. Les joueurs aussi connaissent, même si certainement connaissent aussi le championnat. Je pense que j'ai l'impression que ça prend plus. L'ADN Drazen prend plus que celle de Mons. Et je trouve qu'on le voit
déjà depuis l'année passée, même si voilà, les résultats étaient un peu mitigés des deux côtés, mais quand il y a eu des affrontations, enfin quand ils se sont affrontés directement, voilà, moi je voyais plus Tubize plutôt que Mons. Voilà. Après c'est mon opinion. Donc voilà, j'imagine que David aura peut-être une autre, mais Non, non, mais je pense que voilà, de toute façon, pour moi, les deux qui vont jouer le titre sont clairement déjà identifiés, ce sera Mons et Tubize. Alors, Mons sur papier, tout le monde les voyait évidemment devant, donc je pense que c'est que logique, on va dire, qu'ils soient devant. Tubize, bah, on connaît Drazen, comme tu dis, on sait qu'il est capable de former un groupe et de faire des belles choses là, avec son club, donc je crois que ça va être une belle bataille. Après, voilà, je pense que les autres sont un peu plus en retrait. Stocké fait très très bien avec les moyens qu'ils ont et je pense être là, c'est déjà super pour eux. Donc voilà, maintenant ils pourront pas aller jouer le titre. Ça c'est impossible pour moi en tout cas. Mais voilà, après très belle petite guerre entre Mons et Tubize et ils doivent encore se rencontrer 3 fois cette saison. Donc ça va être des chouettes matchs à jouer. Moi, je ne vais pas être très original non plus. Je vois Mons évidemment être champion. Et Tubize les titiller comme ils le font déjà maintenant. Et ensuite, je vois Virton remonter dans ce top 3. On le sait, hein, Mons et Tubize, il y a aussi un peu cette ambiance pour les supporters, cette ferveur entre les deux camps où ça joue sur le terrain, ça joue dans les tribunes aussi. Et ça donne une belle bagarre tant que ça reste dans l'esprit sportif. Et moi, je vois mon outsider. J'aurais pu dire Charleroi B, j'aurais pu dire Stocké, mais je vais dire Meux, parce que Meux, c'est le promu. Et Meux fait son petit bonhomme de chemin. Il est déjà 7e quand même de cette D1 CFF, que je trouve pas mal. Je vois que tu n'es pas d'accord, Arnaud. pas du tout. Pas du tout. Bon, ouais, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Bah, mais voilà, ils se battent bien, là, ils essayent de faire le nécessaire pour remonter la pente. Mais je pense que sur le long terme, voilà, c'est juste là, maintenant, ils ont fait des bons résultats. Attention, c'est une bonne équipe. Hein, parce que d'ailleurs, Alvin est en train de revenir statistiquement. Il est en train de se réveiller. Donc, ce qui fait que Meux aussi prend quelques points. Mais je pense que sur le long terme, je ne les vois pas du tout tenir. Je ne pense même pas qu'ils seront dans le top 6, pour être honnête. Non. Bah, après, comme moi j'avais dit, je ne vois pas quelqu'un aller ennuyer Mons et Tubize devant. Mais maintenant, c'est justement contre ces équipes-là que les deux ténors pourraient perdre des points et faire la différence en fin de saison. Donc voilà, le championnat jouera avec le top 6 jouera avec 4 autres équipes. Et c'est pour moi celui qui perdra le moins de points contre les petites équipes, entre guillemets. Voilà. Mais pour l'instant, ils perdent quasi pas de points. Donc c'est encore le championnat, tout reste à faire. Ouais, on le sait, justement, une équipe comme eux peut ennuyer les deux en tête parce que c'est justement ces matchs-là qui sont un peu pièges, comme on dit. Ouais, ben voilà. Surtout, je pense à domicile, des équipes comme ça, ça peut créer la surprise. Et puis quand ils vont recevoir, Meux reçoit Mons ou Meux reçoit Tubize, tout de suite ça donne une ferveur, ça donne aussi une ambiance et les joueurs sont transcendés quand c'est comme ça. Donc je pense que Loris nous le dira, mais je pense que les autres équipes jouent le match de leur vie quand ils jouent contre Mons. Donc Ouais, ça, le but, c'est de faire tomber les leaders. voilà, c'est ça. Tu sais ce que c'est, hein, tu sais ce que c'est. On l'a vécu à Mons en D3 et en D2, donc voilà. Mais après, autant pour les joueurs de Mons, c'est aussi quelque chose qui transcende, le fait de jouer les premières places et tout ça. Donc voilà, donc c'est chouette à jouer. Moi, par contre, je suis un peu moins d'accord avec toi avec Virton, un petit peu déçu de Virton. Maintenant, c'est vrai que les points seront divisés par 2 durant les playoffs, donc tout est possible. Mais allez, avec la saison de l'année dernière, je pensais qu'ils allaient un peu plus jouer le titre, aller être un peu plus en concurrence dès le départ pour jouer le titre. Donc voilà, mais bon, après, comme les points sont divisés par 2, tout est possible. Ouais, c'est justement là où je pense que sur le long terme, ils peuvent être un peu plus transcendants que certaines autres équipes. Mais on va passer aussi au flop, votre petit flop de D1 CFF. Moi, c'est clair. En vrai, il y en a 2. Hein. Il y en a une, c'est un gros flop plus du cœur, parce que j'ai joué là-bas. Donc, c'était le crossing. Scarbeck qu'on voyait au-dessus, beaucoup plus au-dessus, surtout avec le noyau qu'ils avaient. Et l'aspect financier qu'ils ont mis aussi en avant pour leurs joueurs, les transferts qu'ils ont fait, le cadre qu'ils ont mis en place. Ils ont fait un nouveau terrain, un nouveau synthétique, etc. Voilà, on a vu plusieurs coachs passer aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit manque de quelque chose. Je pense qu'il manquait un peu cette ADN bruxelloise qu'il y avait avec le coach de Hertha, même s'il a fait du très bon boulot avec le crossing, parce qu'ils sont montés, bon, même s'ils n'étaient pas dans le top. Mais voilà, je pense qu'il manque cet ADN de Bruxelles que le président Erdal a et connaît. Et donc je pense que c'est cet aspect-là qui doit
changer et faire basculer le crossing parce qu'ils n'ont rien à faire à cette position-là. Et puis voilà, c'était un peu mon flop avec Namur qui joue le bas. Mais voilà, Namur, 3 petits points. Je sais pas quoi. Ouais. Pas forcément une grande surprise peut-être pour Namur, Ouais, voilà. qui a joué aussi le maintien l'année passée. Hein. C'est ça. Ouais, bah c'est un peu aussi, si j'avais dû mettre un flop, ce que j'aurais dit aussi, parce que bah, pour moi, ils ont quand même certains joueurs. Ils ont quand même Loemba, ils ont quand même Langui, ils ont quand même Adelsba, ils ont quand même des joueurs de qualité. Maintenant, voilà, bah, c'est vrai qu'ils prennent une claque encore ici ce week-end contre Mons. Et donc, c'est contre Mons aussi, c'est vrai, mais voilà, ils n'ont pas encore gagné un match cette saison. Et je suis un petit peu. Voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'ils jouent le titre, loin de là, mais un petit peu étonné voilà, malgré tout des points qu'ils ont à l'heure actuelle. Parce qu'il y a d'autres équipes, comme on en a parlé, Meux qui viennent de monter, des équipes comme ça, qui arrivent à faire quand même des résultats. AB la neuve qui est pas mal non plus. Donc voilà, un petit peu déçu de Namur par rapport à leur effectif. Voilà, maintenant, ça reste encore. Ça sera aussi divisé par 2 les points et ils joueront les playoffs 2 et voilà. Et donc tout est encore possible. Ouais, moi j'avais noté, j'ai une petite déception pour Rochefort. Rochefort qui est aussi un peu dans le bas et on les attend toujours finalement dans le haut de tableau et ils ont du mal à y être. Ils ont fait aussi pas mal de bons transferts, mais il manque aussi ce petit quelque chose un peu comme au crossing où il y a un truc qui ne prend pas et on attend un peu plus peut-être de cette équipe. Ouais, moi j'ai suivi un peu les matchs. C'est vrai que par moments ils ont manqué de chance aussi, malgré tout, des faits de match qui ont fait qu'ils n'ont pas pris certains points. Donc je pense parce que c'est vrai qu'ils ont un très bel effectif. Maintenant il y a beaucoup d'ambition là-bas, mais sans être démesuré non plus, je dirais, parce que c'est chaque année, ils évoluent aussi chaque année. C'est un club qui était aussi en même temps que Mons en D3 CFF, qui a été champion de la D3B, qui est monté en D2, qui est remonté directement en D1. Donc voilà, avec le président Loast, avec l'entraîneur Jeffrey qui fait aussi du bon boulot là-bas. Et ils auront un nouveau stade qui va se construire aussi. Enfin voilà, ils ont plein de projets, plein d'ambitions. Donc voilà, je pense qu'on met peut-être Rochefort au niveau de Mons par rapport à ça, en se disant que Mons a été très vite l'ascension et donc Rochefort doit aller aussi vite. Mais c'est vrai que ça se fait pas tout le temps comme ça. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut être un peu déçu par les points qu'ils ont. Mais après, je pense que c'est un club aussi qui va reprendre plus de points, qui va remonter et qui est amené à faire des bonnes choses durant le reste de la saison. Oh non, Rochefort, non. Je suis déçu. Je suis déçu, je les attendais aussi plus haut. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je suis déçu aussi, quoi. Je suis déçu. Non, parce qu'ils ont, et pour moi, ils ont un excellent coach. Et je sais pas, je les voyais vraiment plus haut. Donc, c'est vraiment une déception, comme pour Namur. Après, pour prendre la protection de Namur, ce qu'ils ont vécu, j'en parlerai à Loris, je poserai la question à Loris. Le scandale qu'ils ont vécu avec le penalty, là, la simulation, c'est du jamais vu, quoi. Tu vois, c'est du jamais vu, mais c'est grave. Il n'y a tu pas vois, de VAR, il n'y a pas de il y a VAR pas à de ce VAR, niveau-là. oui. Donc, Ouais, mais les juges de ligne, ils doivent servir à quelque chose. Tu vois, c'est grave ce qui se passe. Parce que je pense qu'il y a que des c'est à zéro. erreurs à tous les niveaux. Tu le vois dans notre championnat, tu le vois dans tous les championnats amateurs. Il y aura toujours des erreurs parce qu'il n'y a pas de VAR. Donc voilà. Il n'y en a même pas en D1B, donc en D1 CFF, ce sera compliqué. Les images, Ouais, ok. c'est Mais scandale. Ok. Scandale. On le dit parce qu'on a vu les images et qu'on est à notre place, mais est-ce que l'arbitre, le juge de ligne, c'est pas celui qui était de l'autre côté déjà? Je pense que oui. Et il y a des joueurs devant, c'est parfois compliqué. On va demander à Loris, mais Après, un match peut vite changer. Tu vas me dire, et voilà, c'était le premier but. Mais est-ce que dans la finalité, sur l'ensemble du match, Est-ce que ce but-là, ouais, est-ce que ce penalty-là qui a été sifflé, moi, je pense que oui. Parce que c'est un but, donc Namur ça- allait gagner son en fait, premier match Namur- ce week-end. Non, je me Ah, dis ok. pas ça, mais ils auraient pu, avec ce but, ça te met direct. Tu sais que tu es dans le creux. Il y a cette situation-là, Oui, il n'y a rien qui il n'y a tourne. rien qui tourne, ça te met encore plus dans le creux. Parce que là, c'est flagrant. On verra où est l'arbitre, hein, si on a les images ou quoi que ce soit, mais c'est flagrant. Je pense que tout le monde pourrait être d'accord sur cette phase-là quand on voit les images. Voilà, mais moi, la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer avec. Parce que souvent, les joueurs, quand ils sont sanctionnés, bon, voilà, ils sont jugés, tu es suspendu autant de matchs. Mais les arbitres, quand il y a ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ça, c'est un débat qu'on doit ouvrir. Parce que j'entends souvent les joueurs qui se plaignent des arbitres sur ci, ça. Mais là, pour moi, c'est
c'est quelque chose hyper grave. Ça lance, pour moi, ça aurait pu lancer, ça lance Mons quoi, sur le match. Et ça descend encore plus Namur. Donc ça, c'est vraiment pour prendre la défense de Namur. L'arbitre risque d'être rétrogradé à un moment. Voilà. Et j'espère qu'il fera Bren Pays Vert et qu'il retiendra ce que tu as dit. Ouais, c'est clair. Vous l'aurez compris, nos consultants sont en forme et sont souvent en opposition. Et après notre top 3, il est temps pour nous d'accueillir notre premier invité, Loris Brognaud, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va super, merci pour l'invitation. Avec plaisir, t'appréhendes pas trop? Non, pas du tout. Avec autant de personnes comme ici, de qualité, pas de problème. T'appréhendes pas trop non plus Arnaud? Non, Et il est chargé aujourd'hui. J'ai vu qu'il était remonté. Alors Loris, merci d'être avec nous pour cette première. Et le RFC Mons est toujours invaincu en ce début de championnat. C'est un départ parfait, on peut dire. Est-ce que tu t'attendais à ça? On va dire oui, on va être positif. Parce qu'après la saison passée, ça a été on va dire un échec, un gros échec. Parce que l'objectif était d'être champion. On n'a pas réussi à passer ce palier. Et cette année, on doit le faire. On a clairement l'objectif d'être champion cette année. Après être invaincu sur 10 matchs comme ça, avoir autant de points d'un coup, c'est vrai que c'est pas mal du tout. On ne s'attendait pas du tout à gagner autant de matchs, on va dire, et être invaincu comme ça. Mais à jouer le haut du tableau, oui. Mais bon, on fait une super bonne saison pour le moment. Invaincu, on n'a fait qu'un match nul contre Tubize, le concurrent direct, on va dire. Donc non, super content des performances actuellement. Mais c'est d'autant plus surprenant qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans ce début de saison à Mons. Avec le changement d'entraîneur très rapide, comment ça a été vécu par l'équipe? Ça n'a pas été évident, il faut être honnête aussi. On a fait toute la préparation avec Emilio Ferreira. Donc on s'attendait à faire une préparation qui s'est super bien passée, avec des résultats très positifs. Des résultats en Coupe de Belgique aussi positifs. Et puis à une semaine du début du championnat, on annonce que voilà, le coach, c'est fini. Et c'est les nouveaux investisseurs qui reprennent tout en main et qui réalisent un nouveau coach. Georges Boateng, avec qui aujourd'hui tout se passe super bien, mais c'est vrai qu'au moment où il y a eu les faits, il y a eu pas mal de mouvements. On a pris ça un peu pour un manque de respect de la part des joueurs, nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, on va dire, à une semaine du début du championnat. La saison passée, on a connu pas mal de complications aussi avec l'équipe. Et on ne voulait pas reconnaître ça encore cette année. On voulait vivre une saison, on va dire, tranquille, entre guillemets, mais de travailler de la meilleure des manières. Mais heureusement, on a réussi à reprendre le tir et aujourd'hui, on a 10 victoires. Enfin, on a 9 victoires et un match nul et tout se passe bien. Donc, la fin est bonne. Mais justement, hein, on l'a su, les joueurs ont un peu fait grève le lundi qui a suivi. Dans le vestiaire, ça parlait beaucoup. C'était quoi, une déception ou de la solidarité, cette espèce de grève? Je pense un peu des deux. Je pense beaucoup de déception parce qu'on était bien en place. On était vraiment, tout se passait bien, tout était bien coordonné. On avait retrouvé, on va dire, la discipline qui nous manquait la saison dernière. Donc c'est ce qui nous manquait un peu. On avait un groupe un peu, pas indiscipliné, mais on a besoin de quelqu'un qui nous tient. Et on avait ça avec le coach Emilio Ferreira, donc on était content de l'avoir, même si des fois il était plus strict avec d'autres joueurs, et d'autres joueurs ça passait peut-être un peu moins bien, mais on aimait bien cette discipline, cette rigueur qu'il y avait aussi aux entraînements, l'intensité qu'il y avait. Et on savait qu'avec un coach comme ça, on allait faire de bonnes choses pendant la saison. Et donc on a été déçus. Après maintenant, ce qui se passe ici avec le nouveau coach, il garde aussi cette discipline et cette rigueur. Il a connu le top. Il a une carrière, je pense que personne ici a la même carrière que lui. Il a connu la première ligue, donc on a un top coach aujourd'hui avec le coach Boateng et on garde cette rigueur et son travail est toujours top. Il recherche l'élite à chaque fois et ça nous réussit. C'est très intéressant d'avoir ton avis et je me tourne vers nos deux consultants. Comment vous auriez réagi, vous, à sa place? Ben moi j'ai une question pour Loris. C'est justement, on parlait du coach et on parlait justement avant des tops où on mettait Drazen, notamment avec Tubize qui crée un groupe et tout.
Comment tu expliques que là, vous jouez le top et c'est super, vous avez tout gagné, sauf un match nul. Et donc, avec un coach qui ne connaît pas du tout la série, qui arrive, qui débarque à une semaine du début de championnat, qui ne connaît pas du tout la série et qui fait au final des résultats. C'est parce que l'effectif est trop qualitatif, tellement qualitatif que tu peux mettre n'importe qui à la tête du groupe et ça va marcher. Ou alors, parce que bon, j'imagine que voilà, il ne connaissait pas Mons avant d'arriver, encore moins j'imagine aller jouer à Belaneuve ou à Meux. Donc, comment tu t'expliques ça? Je pense que tu as aussi un groupe qui est qualitatif. Je pense que cette année, tu as un collectif. L'année passée, tu avais beaucoup d'individualité. Et ici, tu as aussi de la qualité individuelle, mais tu es plus un groupe. C'est un peu la différence qui te manquait par rapport à la saison passée, que la saison passée, tu n'as pas passé le cap. Mais le coach aussi met en place, comme je dis, la rigueur qu'il a à être discipliné. Il lâche rien en fait. Et au niveau aussi des analyses, le club commence à se structurer vraiment de manière professionnelle. J'étais là l'année passée. Il y a une grosse étape déjà avec cette saison. Parce qu'on a un vidéo-analyste, on a vraiment tout qui nous met dans les meilleures conditions au niveau pro. C'est un peu tout ce que j'ai déjà connu avant. Mais l'année passée, on n'avait pas vraiment ça. Et ici, je le retrouve. Et je pense avec des petits détails, parce qu'il ne te faut pas des masses pour passer au step supérieur. Ça se joue que sur des détails. Et je pense que le club se professionnalise d'une manière vraiment importante parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à l'étape supérieure. Quand tu as plusieurs échecs, tu sais ce qui va et ce qui ne va pas. Et je pense que là, ils ajustent cette façon de faire. Le coach, tu dis, ne connaît pas la série, il vient d'arriver en Belgique, mais il connaît aussi son groupe. Donc il connaît les individualités de tout le monde. Et au niveau de l'analyse aussi, tactiquement, il est aussi costaud. Il est beaucoup aidé à côté de lui aussi, tu dis par le vidéo-analyse, par… Il a un staff, ouais. Il a un staff autour de lui qui l'aide aussi, mais il a aussi sa vision de ex-joueur de football professionnel, mais du top niveau. Donc, Il a des relais aussi sur le terrain. Comme toi, tu as 33 ans maintenant, donc tu es aussi quelqu'un d'expérience. Tu as des gars comme ton capitaine Thomas Vanek ou des joueurs comme ça qui, je pense, peut-être prennent un relais aussi directement sur le terrain. Ça peut aider aussi le coach. Ça peut aider d'office le coach quand tu as 3-4 joueurs sur le terrain qui peuvent passer un message où tu sais quand ça se passe bien ou quand ça se passe pas bien. Tu n'as pas besoin d'un coach qui te dise « ouais, ça va pas ». Tu peux l'ajuster sur le terrain. Et c'est ça, tu as toujours besoin d'avoir quelques cadres dans l'équipe pour pouvoir ajuster ce genre de choses. Et tu as besoin aussi d'un coach, comme je dis, qui te tient aussi. Et là, ce coach-là te met une discipline, te tient. Donc, il n'y a pas de repos, on va dire, parce que tu as besoin de ça en fait. Et l'année passée, ça nous manquait. Cette année, on l'a. Il prend un peu le relais du job qu'Emilio Ferreira faisait. C'était ma prochaine question. Est-ce que justement, il peut bénéficier du bon travail qu'Emilio a fait? Et est-ce que, allez, on a dit qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe. Est-ce que n'importe quel coach aurait pu faire de mêmes résultats? Je dirais pas n'importe quel coach parce qu'il faut quelqu'un qui tienne tête aussi. Mais je pense que c'est la continuité du travail aussi qu'Emilio a fait. Et il le fait de la meilleure des manières. Donc c'est aussi Emilio qui a fait tout le groupe. Donc tout ce qui est transfert avec Manu Ferreira qui était encore là comme directeur sportif. Donc c'est eux qui ont préparé l'équipe, qui l'ont peaufiné. Et ouais, comme je dis, tu as peut-être, on va dire, moins d'individualité, mais tu as créé un groupe solidaire, uni. Et certains matchs que tu gagnes cette saison, tu les aurais sûrement pas gagnés la saison dernière. Non, c'est sûr, parce que comme dit Loris aussi, franchement, c'est vrai qu'on peut dire Mons a beaucoup d'individualité, un gros collectif et tout, mais c'est quand même une sacrée performance de gagner, d'avoir 28 points sur 30, peu importe les équipes contre lesquelles tu joues, il faut quand même savoir le faire, quoi. Et qu'il y ait une autre équipe comme Tubize qui est là et qui suit la cadence, c'est encore plus impressionnant, je trouve. Arnaud, tu as quelque chose à ajouter? Ouais, moi je voulais voir un peu avec toi, Loris. Est-ce que tu estimes pas, tu trouves pas que Mons excelle cette année du fait que, par exemple, l'Olympique Charleroi soit monté, donc ça fait un gros leader en moins, le fait que Virton soit beaucoup moins en forme, que voilà, les leaders qui de base devaient être là ne sont pas là et donc du coup, Mons sort du lot. Parce que moi je vois pas forcément une différence. C'est-à-dire que ce que tu as dit, ce qu'Emilio a fait, moi c'était très bien. Donc que ce soit votre coach actuel ou quelqu'un d'autre ou Emilio, pour moi c'est la même balance. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que Mons excelle un peu du fait que d'autres déçoivent, du fait que j'ai l'impression aussi que le championnat des amateurs est peut-être un peu moins relevé, plus faible que l'année passée.
et du fait que voilà, l'Olympique Charleroi s'est monté en DAB. C'est vrai que l'Olympique de Charleroi nous a posé défaut la saison dernière. Donc tu as déjà une équipe en moins. Ici, tu as Tubize, tu as nous et Tubize aujourd'hui. Tubize aussi fait une super belle saison. Ils sont toujours derrière, ils ne lâchent pas. On les a joués, donc on a fait 1-1. Allez, c'était un match attendu parce qu'on est, on va dire, les deux seules équipes aujourd'hui à prétendre à être champions. Virton, c'est vrai on pensait les voir aussi plus haut. On les joue ce week-end. Après, encore une fois, c'est pas des matchs faciles. Malgré qu'ils sont peut-être 5e, 4-5e aujourd'hui, c'est toujours des matchs compliqués. On parlait de Meux, à Bellaneuve, c'est toutes des équipes qui viennent d'être promues. Souvent, quand tu viens d'être promu, tu arrives dans une division, tu fais souvent une bonne saison. Ouais. Et c'est toujours des matchs compliqués à jouer, surtout quand tu joues à Meux, par exemple. On doit aller jouer à Bellaneuve. Quand on joue chez nous à Mons, on est plus serein. C'est toujours des matchs compliqués à prendre au sérieux, mais on est plus serein. Mais il ne faudra pas perdre des points contre ces équipes-là, parce que c'est des équipes pièges. Namur aussi la semaine passée, on en parlait aussi, c'est des équipes qui ne sont pas faciles à battre du tout, même s'ils ont 2 points. Donc ils veulent nous battre, tout le monde veut nous battre. C'est ça, cette faire tomber saison. le leader. Justement, tu penses que le championnat va se jouer sur ça, sur l'équipe qui perdra le moins de points contre ces équipes-là, et pas forcément dans des confrontations directes? Je pense que ça va se jouer ici. Le deuxième tour va commencer. Il reste encore un match avant la fin du premier tour. Et je pense qu'au deuxième tour, il faudra essayer de perdre le moins de points possible. Et après, il y a le système de play-off aussi. Tu divises les points par 2. Ça peut relancer l'équipe qui est 3, 4e au classement. Donc, Parce que c'est quand même fou de se dire, allez, je suis venu voir Mons Tubize, et c'est quand même fou de se dire que vous étiez, je pense que vous aviez joué 8 matchs à ce moment-là, c'était le 9e, je pense. Et donc vous aviez 24 sur 24, et disait que si tu perds ce match-là, tu étais 2e, alors que tu avais 8 victoires sur 9, c'est quand même fou, quoi. Donc, une série ici pour le moment qui pour moi, je dirais pas historique, parce que je pense que tu avais fait un record historique avec moi. en D3 ou en D2 peut-être, oui, on avait fait à un moment donné 33 sur 33 sur. Ouais, donc ouais, on avait aussi fait. C'est pas un record historique, mais c'est quand même pas mal d'enchaîner des victoires comme ça. Et quand on voit aussi les résultats de Tubize, c'est aussi impressionnant. Donc je pense que ça ne va pas jouer tout de suite, ça va jouer durant les playoffs, je pense. Mais dans l'équipe, vous regardez souvent ce que Tubize fait. Il y a toujours un peu cette petite guerre, si je puis dire, au niveau du classement. Bien sûr, on regarde toujours les résultats des autres équipes. Pas qu'on joue sur ça, mais Vous avez été un peu mis sous pression ce week-end, comme Tubize a joué la veille et qu'ils avaient gagné, donc ils vous ont passé. Allez, du samedi soir, ils étaient devant. Du dimanche, bon, même si vous alliez à Namur qui était dernier, tout ça, est-ce qu'il y avait un petit peu de pression en plus ou... Non, pas nécessairement. Et ce qui est bien, ce que je vais rebondir aussi avec le coach, c'est que c'est un coach qui est très très calme. Et je pense quand il y a de la pression ou quand il y a des matchs en jeu, un peu comme contre Tubize, c'est un coach qui calme tout le monde. Il est vraiment très très calme, même sur le banc. C'est pas un coach qui va s'exciter, s'énerver ou quoi que ce soit. Non, il est lucide. Il sait quand même gérer très très bien ses émotions. Donc, tu as des coachs qui vivent un peu plus le match. Lui est très très calme et très pensif. Donc, c'est un peu la différence aussi. Ça peut nous mettre aussi dans les meilleures conditions aussi quand tu joues un match pour débuter ou à la mi-temps quand ça se passe un peu moins bien. Quand on a un coach qui te parle calmement, au lieu de crier, s'énerver et péter un câble sur tout le monde, lui c'est quelqu'un qui pose, qui pèse aussi ses mots et qui trouve des solutions. Parce que je pense que quand ça tourne un peu moins bien, tu dois trouver des solutions et pas nécessairement t'énerver ou quoi que ce soit. Parce que tu sais si tu as été bon ou si tu n'as été pas bon. Donc, mais je pense que ça va jouer jusqu'au play-off, je pense. Parfait. Et, on voit aussi le rôle de Dylan de Belder qui a été un peu pas replacé, mais qui travaille différemment depuis la saison dernière. Est-ce que ça fait de Mons une force, ça, le rôle de Dylan qui est l'un des meilleurs buteurs, c'est pas le meilleur du championnat? Moi, c'est le meilleur buteur du championnat actuellement. Il est en pleine confiance. Il faut le prendre avec. La saison dernière, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Il a aussi eu des bobos. Et ici, tout se passe bien pour lui, mais tout se passe bien aussi pour nous. Donc, grâce aussi à tous ces buts, ça nous met aussi dans les meilleures conditions possibles.
Et ouais, c'est un élément super important aussi pour nous. Donc c'est quelqu'un qui s'est marqué assez facilement devant le but. Quand il est en confiance, ben, il peut fermer les yeux et marquer. Donc les attaquants, c'est comme ça. Tu sais bien comment ça va. Quand tu marques, tu enchaînes chaque week-end à marquer. Tu sais que la frappe qui va arriver, tu peux la mettre au fond. Donc c'est une force pour nous qu'on avait peut-être pas la saison dernière, parce qu'il n'était peut-être pas aussi en confiance que cette année. Donc Bah, tu peux le voir, hein, de toute façon, dans n'importe quel championnat, n'importe quelle division, les équipes de tête, ils ont toujours un mec devant qui peut marquer des buts. Il y a Dylan qui marque un monstre, qui est en pleine confiance. Bah, on connaît les qualités de Dylan et il n'a plus rien à prouver avec son expérience. On sait que c'était un pari sûr de monstre de l'engager, même si ça a été un peu plus compliqué peut-être l'année dernière. Mais cette saison, voilà, on sait bien que ça allait marcher. Comme tu bises à Ismaël El Omari, par exemple, et voilà, il a aussi eu des blessures, tout ça, mais quand il est là, on sait bien que c'est 20 buts assurés minimum dans la saison. Donc voilà, donc c'est important pour les équipes de tête d'avoir ça. Et tu peux regarder les équipes qui sont juste en dessous, qui ne jouent pas la tête, c'est parce qu'ils n'ont pas un mec devant qui peut te claquer des buts ou te faire la différence à un moment donné, une balle qui traîne, voilà quoi. Et après, quand derrière, bah, tu as des joueurs comme Loris notamment qui peuvent donner un ballon. Bah, alors c'est idéal pour l'attaquant. Donc c'est bien pour Mons à ce moment-là, et pour Tubize, bah, tu le vois d'avoir des joueurs comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Le championnat, est-ce que tu peux répondre par oui ou par non, ou tu peux évidemment argumenter? Le championnat cette année est plus facile que celui de l'année passée ou pas? j'ai l'impression, oui. J'ai l'impression parce que, comme tu dis, il y a moins de grosses cylindrées cette année. Et on s'attendait aussi à avoir plus d'équipes qui allaient prétendre au titre, comme Rochefort, qui ont un effectif aussi top. Pas mal d'amis sont là-bas. Et ils ont aussi pas mal de qualités. Virton aussi, je pensais qu'elle allait aussi prétendre au titre, être plus proche en tout cas actuellement. Après, ça fait que 10 matchs. Mais je pensais qu'on allait être 4-5 équipes à challenger pour le titre. Ici, on est que 2, parce que le troisième a déjà pas mal d'écart. Donc bon, on se retrouve à 2 seulement. Donc ouais, j'ai l'impression que le niveau est un peu plus faible. Après, encore une fois, c'est très compliqué de jouer contre des équipes qui sont même, tu sais, qui sont peut-être plus faibles sur papier. Mais tu dois toujours prendre des matchs comme ça au sérieux, toujours être professionnel dans ta tête, pas te laisser aller, parce que c'est souvent des points perdus inutilement, quoi. Et tu te perds des points seulement par ta propre faute. Bah, justement, est-ce que tu penses vraiment que le championnat est plus faible, ou alors c'est vous qui êtes vraiment au-dessus? Parce que l'année passée, il faudrait faire la comparaison, je ne l'ai pas. À la même période, combien de points vous aviez sur 10 matchs? Tu vois? Et tu avais perdu des points contre d'autres équipes, mais tu jouais quand même encore pour le titre, malgré les points perdus. Donc tu avais plus d'équipes qui pouvaient se prendre des points l'une l'autre, peut-être. Tandis que cette année, bah, tu es vraiment au-dessus. Tu n'as même pas une défaite. Donc c'est incroyable. C'est vrai que tu as plus. Allez, je pense qu'on est aussi. J'ai l'impression qu'on est plus fort que l'année passée aussi. Mais comme tu dis, sur 10 matchs, on n'a fait qu'un match nul, donc c'est énorme. Et logiquement, tu peux te retrouver même tout seul en tête. Donc ici, tu es encore avec Tubize. Mais l'année passée, on a gagné, je pense, beaucoup moins de matchs. Mais tu étais premier aussi en décembre. Et à la fin du championnat, tu t'es retrouvé 3e. Donc en gros, avec le système de play-off, tu ne peux pas te relâcher en fait. Tu dois continuer jusqu'à mi-mai, jusqu'à la fin du dernier match de play-off, parce que tu as beau être premier ici maintenant, même si tu avais 15 points d'avance, tu n'es pas sûr d'être champion. Ouais. Mais tu as quand même beaucoup plus de points d'avance que l'année passée. L'année passée, c'était vraiment resserré, tandis que là, maintenant, il y a déjà le troisième, il y a 13 points, je pense, ou un truc de différence. C'est énorme, tu vois. C'est pour ça que je trouve que l'année passée, le championnat était plus compliqué. Et on a discuté l'année passée, on s'est affrontés. Vous êtes venus chez nous et vous étiez premiers, nous on se maintenait et c'était dur. C'est-à-dire que vous avez marqué dans la dernière minute, on aurait pu prendre l'ascendant, tu vois. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette qualité. Et vous avez eu des grosses occasions au début de match aussi pour marquer. Voilà, en plus. Ouais, on a eu des grosses occasions. 80e ou 70e contre Binche, on gagne 0-2 à la fin, mais ça a été compliqué. Et des équipes comme Binche, ben, on les retrouve un peu comme des équipes comme Abel-la-Neuve ou Meux. On a été joué à Meux. Meux frappe 2 ou 3 fois sur la latte et on gagne 0-2. Mais c'est la chance du champion pour toi cette année? C'était la question était facile. Hein. C'est ce qu'on s'est dit aussi, mais on pourra en reparler à la fin de la saison. Tu préfères pas te mouiller maintenant? C'est compliqué à se mouiller tout de suite. C'est vrai.
Et sur un plan plus personnel, Loris, tu portes un nom fort du football belge, Brogno. Est-ce que ça t'a aidé ou desservi dans ta carrière, ça? Une très bonne question, ça. Je dirais un peu des deux. Aider d'une manière où, quand tu as un père qui a joué 15 ans en première division, il a des conseils, des astuces qui peuvent t'aider. Après, avoir un nom comme ça, c'est pas évident. Tu as beaucoup de comparaisons aussi. Ouais. Donc, j'ai été énormément comparé pendant que j'étais petit. Ça n'a pas été toujours facile, hein, mais je pense que mentalement, ça m'a rendu aussi plus fort d'avoir un nom comme ça. Tu es tout de suite plus vite jugé, on va dire. Ouais, c'est plus de pression, on t'attendait à chaque fois. Tu as plus de pression. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu avec cette pression, on va dire, Ok, ouais. de porter ce nom-là. C'est pour ça un peu que je me suis aussi expatrié un peu à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, où là, je me suis senti, on va dire, un peu plus libéré, Ouais. parce que personne connaissait le nom Brogno aux Pays-Bas. Et je me suis créé mon propre prénom et mon propre nom là-bas. Donc c'était aussi une expérience sympa en déménageant de la Belgique. Mais justement, tu as été coaché par ton papa. Ça se passait comment, ça? Ça a été un challenge. Ça a été une première expérience. Je l'avais déjà eu quand j'étais en réserve à Charleroi. Ouais. Mais quand tu es en réserve à Charleroi, c'est que des gamins. Donc tu es aussi gamin, tu joues avec des gamins. Et la plupart des joueurs, on a fait notre classe de jeunes ensemble. Donc ça faisait peut-être 5, 6, 7 ans qu'on se connaissait. Et que ce soit ton père, ton cousin, ton frère qui entraîne, peu importe. Ici, c'était un peu différent l'année dernière. J'avais un peu l'impression, je connaissais pas mal de joueurs de l'année dernière qui me connaissaient depuis que j'étais plus jeune. On a fait pas mal de classes de jeunes ensemble, notamment Kenneth Oudré, qui est à Rochefort maintenant. On joue ensemble depuis qu'on a 10 ans, donc on se connaissait déjà depuis pas mal d'années. Mais bon, c'était un peu compliqué la relation avec peut-être d'autres joueurs compliqué un peu à discuter avec moi, par manque de confiance, on va dire. Parce qu'on ne me connaissait pas réellement comment j'étais. Après, tout ce qui se passe dans le vestiaire reste dans un vestiaire de football. Tout ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. Donc Il y avait cette parité? Ouais, pour moi, avec mon père qui était coach sur le terrain, c'était professionnel. Et puis, dès qu'on sortait du stade, du cadre football, c'était différent, quoi. Ça redevenait mon père et voilà, quoi. Donc, Oui, vous ne parliez pas de ce qui se passait dans le club? Après, il aime bien parler aussi toujours de football. Donc c'était toujours discussion football, mais voilà, rien par rapport avec d'autres joueurs, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait un peu un manque de confiance entre d'autres joueurs par rapport à moi. Ce qui peut être logique au final. Ce qui peut être logique, mais encore une fois, toi, c'est quelque chose de... C'était un challenge aussi. Voilà, mais pour moi, t'avoir connu aussi dans le vestiaire, je sais que voilà, tu faisais vraiment la part des choses, quoi. Ouais. Non, c'était assez spécial, mais je regrette pas. C'était chouette expérience et voilà, content de l'avoir fait au moins une fois dans ma carrière. Ouais, justement, profitons d'avoir aussi d'autres joueurs. Vous l'auriez vécu comment, cette situation, vous? Moi, personnellement, je crois que ça aurait été compliqué quand même. Que ton papa de coach? Ouais, parce que c'est une situation délicate et je crois qu'un papa, il veut toujours le meilleur pour son fils. Donc, et il est certainement encore plus critique qu'avec les autres. Donc moi, je l'aurais vécu comme ça et je crois que ça aurait été compliqué. Franchement, ça ne doit pas être facile d'être dans cette situation-là, quoi. Arnaud, pour toi? Même chose, très compliqué. Donc voilà, mon père il dit souvent que je suis un fou, et donc il déteste ça, donc je pense que ça n'aurait pas matché du tout ensemble, quoi. Très bien. Et pour finir, si tu devais envoyer un message aux supporters de Mons, aux fans de foot amateur qui nous regardent là actuellement, tu leur dirais quoi? Aux fans des supporters de Mons, aux supporters de Mons, j'aimerais bien leur dire qu'ils reviennent en masse au stade. Contre Tubize, il y a eu énormément de personnes. C'est toujours chouette quand tu vois un stade plein. Ouais. Ça te transcende aussi, hein. Tu as une atmosphère, tu prends, on va dire, le deuxième homme avec toi. Et tu peux faire aussi de belles choses avec tes supporters. Donc j'aimerais bien qu'ils reviennent en masse au stade. Bon, on a du mal à s'en rendre compte quand on est dans les tribunes, hein, mais le joueur de foot sur le terrain le ressent vraiment, ça? Tu ressens quand tu as une occasion de but et que tu as les supporters qui sont derrière, ça te pousse. Dès que tu as une occasion, après 2-3 minutes, tu prends les supporters avec toi. Tu te sens mieux, mais ça met aussi une certaine pression à l'équipe adverse. Donc c'est bien quand ils sont là. Ça aide, on va dire. Parfait. Et vous, monsieur, quelque chose à ajouter?
Non, du tout. Très content de la venue de Loris, en tout cas, pour cette première émission. Et c'est toujours très chouette de discuter avec lui. Ouais, exactement, merci beaucoup Loris et merci d'avoir aussi parlé sans langue de bois. On l'a vu, c'était très sincère et authentique et c'est ce qu'on cherchait. Avec Un grand plaisir. merci. On attend nos places aussi pour les matchs. Et on passe déjà à la dernière partie de notre émission, la rubrique Express, la perf du mois. Donc avant de refermer, on termine avec cette rubrique-là. Votre perf du mois, quelle est-elle? Moi, personnellement, je vais dire Mons quand même. Pas parce que Loris est là, mais comme j'ai dit tout à l'heure dans l'émission, faire 28 sur 30, je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas tous les jours. Donc, peu importe le championnat, peu importe contre qui tu as joué. Donc, je trouve que ce qu'a fait Mons ici jusqu'à maintenant, c'est vraiment impressionnant. C'est que pour la D1? Non, c'est pour de la D1, la D3. Après, c'est pas très objectif, mais j'aurais parlé d'une personne. J'aurais mis plutôt Dani Almeida, qui m'impressionne par ses buts et par sa détermination et à prendre le groupe. Donc, franchement, il est impressionnant pour le moment. Il est sur une bonne voie. Et si on fait la totalité des buteurs, je crois qu'il est juste derrière Dylan, qui a... Non, je pense qu'il a même dépassé. Dylan, il a 9 et je pense Dani a dépassé. à 10, mais bon, c'est des divisions différentes, quoi. Dylan va d'avoir 10, je pense, ici ce week. Ah, ok, peut-être bah, il est à 10 alors. Ouais. Ils sont ex aequo. Ok. Ah, voilà. Donc, Dani Almeida. Parfait, moi je vais parler de la D3 ACFF, de la Louvière Centre, avec un joueur qui m'a particulièrement étonné, je dirais pas impressionné, je dirais pas jusque-là, mais il m'a fortement étonné. C'est le numéro 10, c'est Enis Wali, qui distribue des caviars à la Louvière Centre. C'est aussi, entre autres, ce qui fait qu'ils sont dans le top 4 de la D3. Et je voulais le mettre en avant parce qu'il m'a beaucoup étonné. Donc voilà pour nos perfs du mois. N'hésitez pas à nous dire justement en commentaire ce que vous en pensez et qui vous a bluffé ce mois-ci. Alors c'est déjà la fin de ce premier temps additionnel. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous pour regarder cette émission. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, c'est ce qui nous donnera de la force pour continuer. Dites-nous quel club ou quel joueur vous voulez voir aussi surtout. Un grand merci à Loris Brognaud pour sa présence. Merci aussi à nos chroniqueurs Arnaud Micota et David Cardon. Et on se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau numéro de temps additionnel avec encore plus de passion, d'analyse et surtout vive le football amateur.